C'est près de Paris, dans un lieu gardé secret, qu'une association appelée MO5.com, en hommage à un célèbre ordinateur, garde précieusement des milliers de machines mythiques du patrimoine informatique. C'est ici que se sont rencontrés Philippe Ulrich, créateur de jeux mythiques, et Marcus, journaliste spécialisé depuis plus de 20 ans, pour évoquer ensemble la fabuleuse histoire des jeux vidéo. Voici venu le temps des robots et de la conquête du cosmos. Les contes ne peuvent plus être que de science-fiction et on s'approprie la télévision grâce aux jeux vidéo. Je me demande s'il n'y avait pas eu le mouvement hippie dans les années 70, si on aurait vécu ce qu'on a vécu avec toutes ces choses. Parce que c'est quand même un peu hallucinogène comme truc, hein. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. En principe, nous devrions avoir des images. C'est maintenant que va se passer la sortie sur le sol lunaire. Ce qui est génial, c'est que voilà, c'est le premier truc, mais les principes sont là. Il y a de la compète, on veut gagner tous les deux, donc on va s'énerver assez vite. Ah merde. Voilà, 1-0, yes. Pardon. Tu vois, c'est primitif, hein. Aujourd'hui, les tennisman dans les jeux vidéo, ils sont plus du tout comme ça. Sauf Amélie Mauresmo, qui est un peu carré. Ce qui me fait rire aussi, c'est que c'est des gars, c'est des scientifiques qui ont inventé ça. Genre, ils ont dépensé leur crédit de recherche, au lieu de bosser sérieusement, les gars, ils ont bricolé des oscilloscopes et ils ont rigolé à bricoler des jeux de tennis et tout ça, quoi. C'était vraiment... Moi, j'imagine ça beaucoup comme, tu sais, le truc des nuls, là, le professeur Thibault, là. La bouche qui pète. L'oscilloscope, on va jouer au tennis. Je le vois vraiment comme ça, le mec. Je sais pas qui c'était exactement, mais... Le mec, c'était William Higginbotham. En 58, dans un laboratoire de Long Island, il crée un jeu sur oscilloscope pour distraire ses collègues. Le jeu s'appelle Tennis for Two. Plus tard, en 62, au MIT, des universitaires créent un jeu pour démontrer les capacités d'une machine révolutionnaire. Ils l'appellent Space War. On ne connaîtrait sans doute même pas son existence si un certain Nolan Bushnell ne s'en était inspiré pour créer une borne d'arcade, Computer Space. Mais le jeu, trop compliqué, sombre dans l'oubli. There is a horizontal knob here, as you can see, which, when I twiddle it, moves my paddle from left to right. Mais c'est à cet homme, Ralph Baer, que l'on doit la première avancée spectaculaire dans le monde du jeu informatique. Ce dernier invente un jeu de ping-pong sur un écran de télévision. On s'y renvoie un carré, figurant la balle, à l'aide d'une raquette rudimentaire. 2, 3, and down I go. 1, 2, 3. You want to score, Bill? Et si ce jeu vous dit quelque chose, c'est que Nolan Bushnell, le créateur de Computer Space, s'en est inspiré pour créer un jeu considéré aujourd'hui par beaucoup comme le premier véritable jeu vidéo de l'histoire. Pong, oui, ah bah oui, ça c'est la base, quoi. C'était vraiment tout simple. Quand je pense que j'ai vu ça, on n'y croyait pas, on y avait. Moi, j'ai pas connu quelqu'un qui avait pensé les jeux vidéo avant qu'ils existent. Cette fois, le succès est au rendez-vous. Nolan Bushnell saura profiter de cet essor fabuleux et il monte dans la foulée une société qu'il appelle Atari. On a fait en sorte que l'entreprise fonctionne d'un point de vue économique. Je pense qu'à l'époque, il y eut souvent des inventeurs, mais rarement des hommes d'affaires. Et moi, par chance, j'étais les deux à la fois. Pong a été l'arrivée du jeu vidéo dans le grand public par le biais des cafés. Ils sont arrivés en force dans les cafés et dans les lieux publics. Ils ont détrôné les bons vieux billards, baby-foot et autres flippers. Ce sont les jeux vidéo. Ils deviennent si nombreux que c'est devenu une activité économique majeure, à la fois dans le domaine des loisirs et dans le domaine de l'électronique. La deuxième étape, on va dire, dans le jeu vidéo, c'est l'avènement du genre, du type de jeu, le shoot'em up. Là, c'est nouveau, on tire sur quelque chose. C'est vraiment le tournant pour moi du jeu vidéo à la fin des années 70, en 78 précisément.
avec Space Invader. Le jeu est développé par la firme Taito avec un budget dérisoire. Il est entièrement conçu par un seul homme, Tomohiro Nishikado. Voilà ce qui m'a servi de base. Ce sont mes croquis de l'époque. J'ai dessiné des aliens un peu comme des poulpes ou des calamars. Je voulais leur donner un aspect un peu aquatique. Alors en fait, en ce qui concerne la programmation et le concept, les personnages, les graphismes, la production et la conception du hard, c'est moi qui m'en suis occupé entièrement seul. Ça peut paraître surprenant aujourd'hui, mais à l'époque, c'était tout à fait normal qu'un jeu soit fabriqué de A à Z par une seule personne. Le jeu connaît un succès immédiat. Tant et si bien que le Japon connaîtra peu de temps après sa sortie une pénurie de petites monnaies. Il y avait des bornes Space Invaders dans les endroits que fréquentaient les enfants. Il y en avait aussi là où venaient s'amuser les adultes. Il y en avait dans les bowling, il y en avait dans les stations de ski. Où que l'on aille, quel que soit l'endroit, on pouvait trouver des bornes. Donc à partir de ce moment-là, un peu toutes les sociétés ont vu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec les jeux vidéo et ont commencé à développer d'autres jeux de leur côté. Donc ensuite le gros tournant, je pense, c'est Pac-Man. En fait, le jeu s'appelait Puckman au départ et sur les machines aux États-Unis, les gens ont pris l'habitude de gratter le P pour mettre un F. Et quand la firme a appris ça, ils ont transformé, au bout de 4-5 mois, ils ont transformé le nom du jeu en Pac-Man. Je trouve fabuleux Pac-Man parce que on rentre tout de suite dans le jeu, on comprend tout de suite les règles. C'est basé sur les règles de la vie, quoi. Il faut bouffer, il faut pas se faire bouffer, en gros c'est ça. Voilà, on rentre dedans et c'est vrai que c'est très immersif comme jeu. Je crois que c'est un des gameplays les plus redoutables qui ait jamais été créé. C'est vraiment le début du jeu vidéo pur et dur, quoi. Et puis du jeu vidéo avec de l'intelligence artificielle, en quelque sorte. C'est-à-dire que les fantômes agissaient aléatoirement, plus ou moins, en fonction des niveaux et tout ça, ce qui était une première, puisque avant même Space Invader, c'était toujours sur des lignes, et puis c'était un coup de chance, plus ou moins. Moi, mon fils, je sais plus, il avait 8 ans, il y a donc 3-4 ans. Un moment, je trouve un Pac-Man sur Internet. Je le fais jouer, il joue, il était scotché, il me dit, il sort quand ton jeu? Et puis ça a eu le succès qu'on a connu, les produits dérivés, les dessins animés. Il y avait une chanson Pac-Man, ça a été vraiment le départ du marketing en fait autour du jeu vidéo, c'est-à-dire de développer aussi, de la culture du jeu vidéo. Pac-Man, c'est moi. Oh bah un peu après, il y a eu Donkey Kong qui a quand même marqué en arcade les choses. Donkey Kong, que l'on doit à une petite société japonaise qui fait ses premiers pas dans les jeux vidéo, Nintendo. Nintendo qui s'illustrera aussi notamment dans les fameux Game & Watch. Ça, c'est vraiment un jeu de plateforme, quoi. Il fallait sauter avec les barils qui descendaient. Donc, il y a une magie, les personnages. Et puis là, Mario est né. Mario et Donkey Kong, parce qu'on les a revus dans des tonnes de jeux et on n'a pas fini de les voir. Donc, les jeux d'arcade ont continué à se développer. Au milieu des années 80, il y a eu une multitude de jeux. Et petit à petit, ils ont commencé à se dire, pourquoi pas emmener ça chez les gens et avoir une console, voilà. Et voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Adapter les jeux d'arcade pour la maison. Ici, le salon des Boissiers. La partie est acharnée. Le score 13-12 en faveur de Pierre. Service à Marc. Tout est encore possible. Très bonne reprise de volée. Retour croisé. Égalisation.